Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir ici au lycée de Ouakam, dans le cadre toujours de votre émission Révision. Je dois signaler que vous avez été nombreux à nous appeler et à nous témoigner de l'intérêt de cette émission. D'ailleurs, nous sommes ici au lycée de Ouakam avec le professeur Emmanuel Magoufaye, un professeur de lettres, docteur Emmanuel Magoufaye, pour discuter un peu de la littérature, mais principalement d'un exercice très prisé par les élèves en classe d'examen, la dissertation. L'autre me dit que la dissertation, c'est un exercice littéraire très prisé par les élèves, mais qui fait beaucoup de victimes également à l'examen. Nous allons voir avec le professeur Emmanuel Ferley qu'est-ce qui fait un peu la complexité, j'allais dire, de cet exercice littéraire, et qui, en fait, malgré tout, est très aimé par les élèves et que vraiment c'est un exercice à l'examen, comme on l'a dit tout à l'heure, que les élèves expérimentent le plus. Maintenant, M. Faye, d'abord après présentation, nous sommes ici très heureux de vous retrouver dans votre lycée, le lycée de Ouakam, qui est un lycée légendaire, très historique. Il n'y a que des professeurs de qualité qui sont là, parce que c'est des professeurs qui ont une grande expérience à votre image. Je dois préciser également que vous êtes, j'aime vous présenter comme étant l'initiateur des cafés littéraires, également, qui en fait, aujourd'hui, est encore aimé par le milieu intellectuel et littéraire. Monsieur Faye, après présentation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de, comme on dit la question traditionnelle, c'est quoi la dissertation? Et qu'est-ce qui fait un peu l'intérêt de cet exercice littéraire en classe d'examen? Merci Alun. Permettez-moi d'abord de vous féliciter pour vos initiatives et ensuite de dire toute ma joie de participer à cette émission, d'en être aujourd'hui l'invité. Alors, quand vous me posez la question de savoir ce qu'est la dissertation, je suis partagé entre plusieurs réponses qui ne s'excluent pas, mais qui au fond se complètent. La dissertation, c'est d'abord un exercice de réflexion. Pourquoi je privilégie cet angle? C'est pour distinguer la réflexion de la narration. Deuxièmement, la dissertation est un exercice de structuration. Et à mon avis, c'est très important. En cela, elle nous renvoie un peu à Descartes et aux règles de la méthode cartésienne, sur lesquelles nous pourrons revenir plus tard. Mais enfin, la dissertation est surtout aussi un exercice écrit. Je le dis bien pour insister sur deux choses. La première, c'est que nos élèves ont, dans leur cursus, été pendant très longtemps habitués à une pratique qui est le récit, la narration. C'est à la limite un défaut social chez nous. Nous aimons raconter tout le temps. Et en plus de cela, donc, il y a le fait que de l'autre, nous parlons beaucoup et que nous sommes définis même comme une société de l'oralité. Et je suis convaincu, et ça peut-être nous pouvons y revenir plus tard d'ailleurs, la langue de l'oral n'est pas du tout, alors là, pas du tout la langue écrite. Et donc, au moment de faire une dissertation, il y a beaucoup d'outils qui relèvent de la maîtrise de l'écriture en général, qui rentrent en ligne de compte et qui malheureusement ne sont pas toujours pris en compte parce que l'école n'enseigne pas à écrire. À la limite, l'école enseigne l'écrit, la littérature surtout enseigne l'écrit, parce que la littérature travaille très souvent sur des textes déjà écrits, mais la littérature et l'école en général n'enseigne jamais comment on écrit, c'est-à-dire le déroulement du processus d'écriture. Voilà. C'est pour cela que donc je dis que ce sont peut-être trois réponses qui me permettraient peut-être de définir la dissertation. C'est intéressant parce que vous avez mis en évidence deux aspects. J'ai retenu en quoi deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de réflexion. L'autre aspect, c'est l'aspect d'écriture. Très bien. Et vous avez également dissocié la dissertation au récit, à la narration. Ouais. C'est comme si, en fait, dans la narration, en pratique de rédaction, parce que là également, c'est un exercice littéraire qui se limite en classe au premier cycle. Normalement. C'est ce que disent les programmes scolaires. Seulement, si vous comprenez un peu l'histoire de la dissertation et comment elle est venue à l'école, aujourd'hui vous comprendrez que la dissertation pose énormément de difficultés. Parce que la dissertation, un peu comme la philosophie, était réservée aux élèves qui étaient en terminale. C'était un exercice dit de rhétorique. Et pour faire de la rhétorique, il faut avoir un certain niveau de maîtrise de la langue. Sinon, on ne peut pas le faire. Malheureusement,
On introduit la dissertation aujourd'hui. Certains en quatrième déjà commencent à initier, puis en troisième, ils pensent, etc., qu'ils peuvent faire de la dissertation, alors que les outils qui permettent de faire de la dissertation, qui sont la maîtrise de la langue en général et le processus d'écriture par lequel, en fait, on passe des bribes, voire de mots, à un texte écrit et structuré, ne sont pas du tout maîtrisés ni en troisième, ni en seconde, ni en première. Aujourd'hui, tout le monde le sait, même en classe de terminale, nous apprenons d'énormes difficultés dans la maîtrise de la langue. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont tous des difficultés en dissertation. Donc la dissertation, en fait, réussir son épreuve de dissertation suppose déjà une assez bonne maîtrise de la langue. Absolument, parce que simplement ceci, quand je dis que c'est un exercice de réflexion, je veux dire de l'autre côté également que l'on ne pense bien que dans une langue que l'on maîtrise bien. Quand quelqu'un ne maîtrise pas bien une langue, il lui est très difficile, voire impossible d'y penser bien. Voilà. Donc la réflexion également, en fait, il semble être une situation très inconfortable, d'autant plus que vous avez dit, effectivement, nous avons tendance, nous aimons plus narrer, donc réussir notre épreuve de rédaction que de réussir notre épreuve un peu de dissertation où c'est la réflexion. Est-ce que vous pouvez me revenir un peu sur ce terme-là, réflexion, Très bien. réfléchir? Très bien. Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur ce terme? C'est parce que quand l'élève est en situation de narration, le texte qu'il compose est généralement un texte très ouvert. Si par exemple je demande à un petit enfant, même du CM2, de me raconter une journée qu'il a passée avec sa grand-mère, il est libre de me parler de sa grand-mère, de tout ce qu'a fait sa grand-mère, de tout ce qu'il a ressenti en voyant sa grand-mère, et de tout ce que sa grand-mère a vécu et a ressenti en le voyant. Mais rien ne l'oblige à se limiter là. Il peut parler du temps qu'il faisait, il peut parler du soleil, il peut parler de sa nuit, il peut parler de son sommeil de la veille, etc. C'est un texte très, très ouvert. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant d'une dissertation, le texte est encore beaucoup plus réduit. La marge de manœuvre est très réduite parce que non seulement il faut respecter un sujet, plus qu'un thème d'ailleurs, parce que le thème est encore très large, mais il faut respecter un sujet, ce qui est beaucoup plus restreint, mais il faut encore respecter une consigne. Aller au-delà de cela va l'installer systématiquement dans ce qu'on appelle le hors-sujet. Et ça, ce n'est pas bien généralement en dissertation. C'est pour cela que le texte de dissertation est très exigeant. Voilà. Voilà, donc également pour on peut faire l'étanchéité, la différence entre rédaction et dissertation. En rédaction, pourquoi l'élève est plus ou moins à l'aise? Parce qu'il parle de ce qu'il sait déjà. Comme on dit, la connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. Alors que devant un sujet, nous allons faire une démonstration tout à l'heure, devant un sujet de dissertation, peut-être que l'élève n'a pas peut-être une expérience, des prérequis lui permettant de pouvoir restituer. Alors que là, il faudra plus ou moins être comme l'artiste, essayer dans une situation de création. Alors, je suis d'accord avec votre postulat, mais avec le second postulat, mais je ne suis pas d'accord avec le premier. Voilà. Le premier, en fait, je pense, est surtout lié à une vision tronquée, voire très rétrécissante que les professeurs, en général, ont développée du récit. L'élève qui est en classe de 4e ou de 5e qui fait un récit, mais il n'est pas tenu, et alors là, pas du tout, de parler simplement d'un vécu. L'élève qui, par exemple, raconte la journée qu'il a passée avec sa grand-mère 6 mois après qu'il se soit vu, est tout à fait libre d'imaginer beaucoup de choses et même de se nourrir de beaucoup d'autres textes qu'il a lus ailleurs ou dont il a entendu parler ou d'autres expériences qu'il a vues ailleurs et qui ne sont pas forcément la sienne, mais qui peuvent inspirer la sienne. Normalement, c'est un texte qui est vraiment très ouvert. C'est un défaut des professeurs que de dire aux élèves très souvent, vous allez parler de ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Mais en narration, quand l'élève narre une histoire, il lui est tout à fait possible, mais d'imaginer. Sans imagination, il n'y a pas d'écriture. Les meilleurs des écrivains, les meilleurs des romanciers ne font pas autre chose que d'imaginer. Même quand ils se disent réalistes, même quand ils se disent autobiographiques, mais c'est un faux mensonge d'écriture. Ils ne font qu'imaginer une biographie ou autre chose. Maintenant, pour ce qui est de votre second postulat, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des restrictions et qui font que le texte de dissertation, non seulement est tributaire de toutes ces restrictions, mais en plus c'est un texte sur commande.
Et la commande du professeur est forte d'une part, mais elle est très diffuse. Ces critères d'évaluation ne sont pas du tout clairs. Je donne un exemple. Quand vous donnez un sujet, n'importe lequel de dissertation à un élève, est-ce que vous appréciez ses idées ou bien vous appréciez sa langue? Le faisant, qu'est-ce que vous appréciez dans les idées? Qu'est-ce que vous évaluez dans les idées? Et qu'est-ce que vous évaluez dans la langue? Mais ça, on ne le dit jamais aux élèves, malheureusement. Il y a un problème au niveau de l'évaluation des dissertations, parce que la dimension linguistique est mal prise en compte. À la limite, ce que les professeurs soulignent en général dans les dissertations, c'est juste ce qui ne va pas. Ils mettront mal dit, ils mettront syntaxe, ils mettront tout ce qui ne va pas. Et généralement, de façon très imprécise. Par exemple, on souligne toute une phrase ou toute une ligne ou un ensemble de lignes et qu'on met quelque part mal dit. Qu'est-ce qui est mal dit exactement? L'élève aura du mal à le savoir, d'une part. De l'autre, quelle chance lui donne-t-on à partir de cela pour qu'il puisse retravailler son texte? Parce que, pour revenir à ce que je disais au départ, le texte n'est jamais un produit fini. Dans le texte, pour arriver au texte que l'on remet au professeur, il y a plusieurs avant-textes d'abord. Il y a des péritextes, c'est-à-dire des textes qui sont aux alentours de ce texte et qui peuvent bien entendu, comment dirais-je, nourrir le texte qu'on est en train de faire. Il y a naturellement des paratextes, c'est-à-dire d'autres textes qu'on retrouve dans le texte, surtout avec l'effet des citations et autres, ou bien des réflexions que l'on peut emprunter à d'autres. Et tout ce processus-là, on n'en tient pas compte. Malheureusement, cela fait que très souvent, quand les élèves ont une dissertation à faire, en 15 minutes déjà, ils ont fait une introduction. Et ça, je dis toujours que ça ne marche pas. Voilà, parce que le sujet n'a pas été assez travaillé. Il n'y a pas assez de travail sur les les péritextes, etc., les avant-textes pour en arriver à ça. Comment dirais-je, la rédaction de l'introduction ou de la conclusion, c'est pratiquement l'avant-dernière étape de la dissertation. Effectivement. Ouais. Voilà, donc nous allons revenir un peu sur les différentes étapes et ce qu'on pourrait appeler les temps forts de la dissertation. Mais juste pour préciser en fait et clôturer la première partie qui concerne la définition de la dissertation, c'est quoi disserter? Vous avez bien fait de nous édifier sur un aspect. Il y a l'imagination qui est l'ancêtre quelque part de la réflexion si on suit les programmes et le cursus scolaire. Parce qu'on apprend la rédaction, bien à imaginer des histoires, à développer notre imaginaire. Exactement. Ensuite, maintenant, à apprendre à réfléchir sur le sujet. Quelque part, cette démarche-là, elle est pédagogique. Bien sûr. Maintenant, donc, mais il n'y a pas, comme à vous entendre parler, il n'y a pas une grande différence entre le fait d'imaginer, parce que ça suppose créer, et le fait même de réfléchir, dans tous les cas. Il n'y a pas une grande différence en tant que telle, en tant qu'opération de l'esprit. Ce sont les postures qui diffèrent. Voilà. Quelqu'un qui est dans la perspective de construire un texte narratif, il n'a pas forcément le dessein de convaincre qui que ce soit. Alors que quelqu'un qui fait un texte argumentatif, en l'occurrence une dissertation, a un dessein, c'est celui de convaincre. Parce que c'est de cela que dépendent en grande partie d'abord sa note et son positionnement par rapport à la classe. Okay? Pour les cas des élèves, bien entendu. Et donc, dans tous les deux cas, écrire un texte, c'est imaginer des situations. Mais imaginer des situations dans le cas de la narration qui ne sont pas forcément liées ni au vécu ni au possible. Le mensonge est une instance de création de la possibilité dans la narration. Mais il ne l'est pas forcément dans un texte de dissertation, donc d'un texte d'argumentation. C'est là, pour moi, la grande différence qu'il y a entre les deux. Voilà. Si on devait revenir sur le concept de sujet, de bon sujet, parce que quand on parle souvent de dissertation, il y a toujours la notion de sujet qui vient. Un sujet, c'est quoi en réalité? Alors, j'ai dit qu'il y a plusieurs acceptions de ce terme, mais celle qui m'intéresse en particulier par rapport à la perspective de ce que nous disions tout à l'heure, c'est en fait le fait d'être sujet à, être sujet à polémique en particulier. Pourquoi je privilégie cette approche du terme? C'est parce que ce qu'on entend par sujet, c'est généralement une assertion ou bien une interrogation qui est donnée aux apprenants et elle est donnée parce qu'elle est sujet à polémique. Elle est donnée parce qu'elle est sujet à controverse. Elle est donnée enfin parce que
en tant que sujet, c'est quelque chose autour de quoi il n'y a pas unanimité. Peut-être qu'il y a consensus, ce n'est pas évident, mais au moins c'est quelque chose autour de quoi il peut y avoir plusieurs postures différentes. Et cela me permet d'évoquer la notion de démarche. Parce que quand on a un sujet, il y a ce qu'on appelle dans le sujet lui-même la notion de démarche. La notion de démarche fait référence ici à en fait une opération qui est commandée. Voilà. Quand je lis un sujet, c'est parce qu'il y a une interrogation, certes, ou une affirmation d'un côté, mais ensuite il y a quelque chose que l'on me demande de faire, ou bien une question à laquelle on me demande de répondre. Voilà, je pense même que c'est pour parler vous voulez parler des composantes. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a l'aspect énoncé. Oui, il y a l'énoncé. Voilà, il y a la consigne. C'est dans cet aspect consigne que j'intègre en fait ce que l'on me demande enfin de faire. Qu'est-ce que l'on me demande, qu'est-ce qu'on attend de moi à la fin de mon étude. Est-ce que à dire également qu'un sujet pose un problème bien déterminé? Il n'y a pas de sujet où il n'y a pas... Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème dans un sujet. Une matière à réflexion. Oui, oui, c'est dans ce sens-là que je le dis d'ailleurs. Il y a toujours un problème dans un sujet. C'est pour cela que c'est sujet A. Il est sujet A, polémique. C'est parce qu'il y a un problème qu'il y a polémique. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de polémique, naturellement. Voilà. Il y a donc quelque chose qui est sujet à polémique, qui est sujet à discussion et qui fait le problème, qui est le cœur, en fait, de la dissertation. Est-ce que maintenant une vérité générale pourrait être l'objet d'un sujet? Oui, je le pense. Je le pense. Nietzsche m'a appris qu'il faut vraiment se méfier des évidences. Il y a beaucoup de choses que l'on a tendance très souvent à dire avec une certaine légèreté et peut-être certaines expériences sociales, mais qui dans le fond ne sont pas vraies. Hein. Mais professeur, la Terre est ronde. Est-ce qu'il y a un débat à mener? Est-ce qu'elle n'est pas ovale? Voilà, là également, c'est une autre interrogation. C'est une autre interrogation. Donc ça peut être l'objet d'un sujet. Oui. Est-ce que réellement à dire, en fait, toute idée, toute réflexion pourrait être l'objet d'un débat? Absolument. Absolument. À moins que ça soit un débat, en fait, un sujet, une vérité, ou bien quand même biblique ou évangélique, une vérité religieuse. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire que même ce que l'on considère comme des vérités bibliques ou bien coraniques sont des sujets à débat. Parce que c'est des vérités pour ceux qui y croient. Et la dissertation n'est pas pour ceux qui y croient ou contre ceux qui n'y croient pas. Encore que maintenant, je pense que même les vérités contenues aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est des vérités qui sont tout à fait accessibles à la raison. D'accord. Maintenant, il y a une partie parfois occultée par les élèves. L'aspect consigne. Oui. Est-ce qu'en fait, quand un sujet est évident et qu'on a toutes les idées pour débattre de ce sujet-là, est-ce que l'orientation n'est pas... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Un sujet où la réponse qu'on peut apporter à un sujet n'est jamais évidente. Et pour cela, j'ai cité Nietzsche tout à l'heure qui me dit qu'il faut apprendre à se méfier des évidences, mais je cite surtout Descartes. La première règle de la méthode, et j'avais dit au départ, au début de mon propos, que quelque part, la dissertation française est d'essence cartésienne. La première règle de la méthode dit clairement, la première, c'était de ne prendre une chose pour vraie que je la connusse être évidemment telle. Par voie de conséquence, Descartes dit qu'aucune réponse n'est évidente. Et par conséquent, il dit clairement, c'était d'éviter donc toute précipitation et toute présomption et de pouvoir soumettre à la réflexion toutes les questions qui se poseraient en fait à mon esprit de façon à ce que je ne puisse pas en douter. Il faut que j'en arrive là. Et pour cela, il faut nécessairement faire une analyse. On ne peut pas se suffire de l'évidence. Okay. Malheureusement, des fois, les élèves ont des postures très légères et qui sont très vite calquées sur ce qu'ils entendent dans la rue ou ce que le commande dit. Et ils veulent calquer, du moins ranger leur position par rapport à cela. Et ça ne marche pas. L'instance de la classe n'est pas l'instance de la rue. Voilà, c'est pour préciser également que nous sommes entourés d'élèves qui font partie également du débat et qui par moment peuvent également intervenir et poser des questions. Justement, professeur, j'insisterai encore sur l'aspect consigne, des directives, parce qu'il ne suffit pas d'aborder comme ça un sujet, il doit quand même toujours des conduites à respecter dans le cadre d'un sujet. Et chaque sujet également quand même exige une démarche ou une orientation bien déterminée. Est-ce qu'encore une fois, vous pouvez revenir un peu sur cet aspect-là? Alors, la consigne,
Pour moi, son analyse est importante parce qu'elle relie des éléments du texte qui semblent très éloignés, mais qui correspondent. Lire la consigne, c'est articuler un problème. Je dis bien articuler un problème, ce que l'on fait déjà dans l'introduction, mais articuler ce problème à la réponse qu'on apporte au problème au niveau de la conclusion. C'est pour montrer que dans le texte de dissertation, il ne doit pas y avoir des éléments disparates. Les choses sont liées. En général, on dit aux élèves qu'une fois que vous avez lu le sujet, etc., vous avez posé le problème, etc., posé le problème, nous pouvons y revenir si vous voulez, vous énoncez un plan. Mais le problème, c'est une question, c'est une interrogation. C'est en cela c'est ce qui fait encore une fois qu'elle n'est pas évidente, l'interrogation. Maintenant, une fois que j'ai posé le problème au niveau de l'interrogation, je déroule tout un développement en passant d'abord par l'indication des voies à suivre, le comment et des procédures, parce que le plan, c'est du faire et des procédures, c'est-à-dire des étapes. Et c'est cela que je vais développer pour pouvoir, une fois que j'arriverai à ma conclusion, faire une synthèse d'abord, c'est-à-dire un bilan de mon étude, et répondre ensuite à la question posée déjà dans le sujet. Donc, normalement, quand on fait une dissertation, à la fin, on doit pouvoir poser côte à côte l'introduction et la conclusion, les lire étape après étape, et vérifier surtout qu'on a bien répondu dans la deuxième petite partie de la conclusion à l'interrogation, au problème qui avait été posé au niveau de l'introduction. S'il n'y a pas cette réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la dissertation. Et ça, l'élève doit pouvoir le faire parce qu'il doit pouvoir être préparé à cela. Pouvoir se dire, mais est-ce que la réponse que j'apporte au problème qui a été posé est adéquate par rapport au problème que j'avais déjà posé, donc, au niveau de l'introduction. S'il n'y a pas de réponse, c'est que ça ne va pas. Si la réponse passe à côté, c'est que non plus ça ne va pas. Mais attention, la réponse doit être précise, mais nuancée. L'école ne forme pas des extrémistes. Oui. Et les positions extrêmes ne payent pas généralement. Oui. Voilà. Maintenant, peut-être on peut préciser à ce niveau que donc, la plupart des élèves, ils donnent beaucoup d'idées dans leur position. Ils peuvent parler de tout, sauf à l'essentiel, c'est-à-dire répondre à la question posée par le sujet. Par le sujet. Ah oui, vous savez pourquoi? Certainement, ils le font à cause de beaucoup de facteurs, mais il y a un facteur très important. C'est que j'ai dit au départ que l'école n'enseigne pas à écrire. Et les élèves, en général, on pense qu'ils n'ont pas d'idées. Non, c'est le contraire. Ils ont une surcharge cognitive au moment d'écrire. Mais c'est parce qu'on ne leur a pas appris à écrire, ils n'ont pas appris à écrire en général, qu'après, ils ont du mal à structurer et à gérer cette surcharge cognitive. Mais ils ont toujours des idées. La preuve, si vous leur demandez de faire un texte libre, par exemple, en atelier d'écriture, si vous exercez à le faire, ils vous diront généralement tous, oh, j'ai tellement d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. C'est une surcharge cognitive qu'ils ont et qu'ils ne savent pas gérer. Mais ça, il faut apprendre à écrire pour pouvoir le faire. Et dans l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage surtout de l'aspect structurant de l'écriture. Parce que l'écriture est structurante, en fait. Voilà. Une dernière question également pour boucler cette deuxième partie. Monsieur, le second problème, ce sont les professeurs. Est-ce qu'également, compte tenu du terme utilisé, j'allais dire du verbe utilisé, pour introduire justement la consigne, est-ce que les professeurs ne sont pas un peu divisés dans ce sens-là? Parce qu'un terme expliqué, commenté, à quelle réflexion vous inspire ce point de vue du genre, souvent entre deux professeurs, il y a quand même problème. Est-ce que à ce niveau également... Vous avez raison, mais il y a pire que ce que vous dites. Des fois, on voit des sujets dans lesquels il n'y a pas de consigne du tout. Des fois, on donne des sujets dans lesquels il n'y a pas de consigne du tout. Ou bien, on donne des consignes qui n'indiquent aucune action précise. Aucune. Des consignes assez vastes. Oui, en fait, tellement vastes que finalement, elles ne disent rien. J'en ai fait l'expérience quand je travaillais sur ma thèse.
parce que je travaillais sur l'écriture, une partie de la thèse au moins c'était porté vraiment sur l'écriture, et j'ai pu en fait ramasser un peu partout, dans plusieurs écoles de Dakar, des sujets de professeurs, mais des sujets qui ne renvoyaient à rien du tout. Aucune orientation Aucune précise. orientation précise. Et là, ça déroule l'élève. Naturellement. L'école installe des savoir-faire. Il faut demander à l'élève un faire. Il faut lui demander un faire. Voilà ce qu'on te demande de faire. Il faut que la consigne... concise et oui, précise. de façon précise surtout. L'élève doit savoir, à la lecture du sujet et surtout de la consigne, voilà ce que l'on me demande de faire. Et là, on l'aide, mais on fait également quelque chose qui accomplit notre pratique pédagogique. Parce que l'enseignement de la littérature, tel qu'on l'a considéré très souvent, consistait en un bavardage qui pouvait aller dans tous les sens. On s'est rendu compte que cela ne va pas. Ça ne va pas pour la littérature et surtout, ça ne va pas pour la maîtrise de la langue. Il faut enseigner des savoir-faire. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, je pense que l'époque où l'on faisait des évaluations sanctions, vraiment correction, elle est dépassée. Moi, de plus en plus, quand je lis les devoirs des apprenants, je dis non, ce n'est pas une correction en tant que telle, c'est une évaluation qu'il faut faire, évaluer. Mais ça, pour évaluer, il faut d'abord donner une consigne claire, que l'élève sache que voilà ce que l'on me demande de faire. Et donc, je vais être évalué par rapport à ceci. D'ailleurs, en pédagogie, on dit qu'on ne peut pas évaluer ce qu'on n'a pas enseigné. Bien sûr, souvent, bien donc, sûr. Voilà. Oui. Et donc, peut-être la troisième partie, bon, comment approcher un sujet. C'est-à-dire, beaucoup ont des difficultés. Parfois, les sujets sont de nature assez laconique. Très bien. Et parfois, inaccessibles. Et l'élève n'a pas assez d'outils pour approcher le sujet, le décortiquer et saisir le sens ou la quintessence même du sujet. Alors, quand vous dites inaccessible, peut-être que inaccessible, bien sûr, par l'élève, je comprends bien. Je pense que dans ce cas-là, peut-être que c'est l'élève qui est en faute. Peut-être, hein, peut-être. Sauf si nous retournons à la pratique ancienne qui consistait à donner des évaluations sanctions. C'est-à-dire les professeurs qui enseignaient une chose et qu'au moment, le moment de l'évaluation venue, ils allaient donner autre chose. J'espère que maintenant, ils ne le font plus. Je l'espère. Oui, oui. Je l'espère. C'est pour cela que je dis peut-être que s'il y a un manque, c'est du côté de l'élève. Mais ce qui est sûr, c'est que quand un élève a un sujet, normalement, l'élève qui a le niveau d'être, par exemple, en classe de terminale, qui a suivi régulièrement ses cours en seconde, en première, en terminale, à qui on donne un sujet de dissertation, il doit pouvoir faire d'abord un travail simple. C'est une approche liée à la grammaire traditionnelle du thème et du prédicat. De quoi parle mon sujet et que dit-il de ce dont il parle? Le thème, c'est de quoi l'on parle, ce dont on en dit, ce que l'on en dit, excusez-moi, c'est le prédicat ou les prédicats. Il peut y en avoir plusieurs. Mais au moins, le sujet, s'il est bien formulé, il doit avoir un thème. Que ce soit le roman, que ce soit la poésie, que ce soit la littérature en général, mais il y a un thème. Maintenant, il y a ce que l'on dit du thème, donc ça peut être un prédicat ou plusieurs prédicats. Mais ça doit d'abord être clair dans la tête de l'élève. Voilà. Mais, professeur, si vous permettez, un peu, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que parfois dans les sujets, il y a des termes parfois assez difficiles, des mots parfois assez codés, et l'élève souvent n'a pas les moyens pour décortiquer, déchiffrer un peu le message. Normalement, encore une fois, si l'élève a suivi une scolarité régulière, il n'y a pas de raison que le professeur donne des termes qui ne lui sont pas accessibles. Sinon, c'est le sujet qui est mal formulé et là, c'est vraiment la responsabilité du professeur. Parce qu'en classe de terminale, quand on donne des sujets en général, c'est sur le roman, sur la poésie, sur le théâtre, sur la littérature en général, sur l'art en général, mais c'est accessible à un élève de terminale. Par exemple, en fait, les symbolistes ou quand même les surréalistes, très bien, qui sont parfois de nature inaccessible, leur message souvent est hermétique. Bien sûr. Je donne un exemple. La terre est bleue comme une orange. Oui. La terre est bleue comme une orange. Ce sujet-là, en fait, il faut être bien outillé
pour quand même saisir, parce que apparemment, ça ne semble ne pas avoir de sens. Vous avez parfaitement raison. Maintenant, pour ce cas précis, comment l'élève doit s'y prendre pour arriver à... Oui, continuer? mais c'est pas... Vous avez raison d'une part, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que cet énoncé-là, détaché d'un ensemble, il perd son sens. L'élève ne peut pas l'interpréter. Il faut que le sujet que je donne à l'élève puisse être retrouvé, replacé quelque part dans le contexte de ce que je lui ai appris. Sinon, si c'est un énoncé détaché de ce que je lui ai appris, mais je ne fais plus une évaluation, je fais autre chose. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure des évaluations sanctions où le professeur enseignait une chose et qu'ensuite qu'il allait évaluer autre chose. Mais normalement, le sujet, l'élève doit pouvoir le replacer dans ce qu'il fait. OK? Il doit pouvoir. Si par exemple, on travaillait sur un sujet pareil, quelqu'un veut bien lire, vous voulez? Allez-y. Très bien, mademoiselle. Si nous prenons le cas de ce sujet, il y a des choses relativement simples. Quand je lis la première phrase, il est très clair que le thème, ce dont on parle, c'est la poésie. On ne parle pas d'autre chose. Et l'élève qui est en classe de terminale doit pouvoir savoir ça. La poésie est ou elle n'est pas, il sait que voilà ce dont on parle. Ensuite, qu'est-ce que l'on m'en dit? C'est qu'elle n'est pas assujettie à des convictions politiques et sociales. Mais justement, alors, le mot assujetti. J'en viens. Voilà. J'en viens. C'est pas pour rien que depuis les petites classes, en 6e et en 5e, qu'on apprend aux élèves en général, la dérivation. L'élève a le terme assujetti. Est-ce qu'il ne peut pas faire un travail sur ce mot pour voir d'abord son radical, s'il en a, son préfixe et naturellement son suffixe? Et dès qu'il fait ça, il voit sujet avec un préfixe as et assujettir, un verbe. Et nous revenons d'ailleurs à ce que je disais avant, être sujet à. OK? Qui ici n'est pas assujetti, donc ça veut dire qu'elle n'est pas asservie. La poésie n'est pas asservie. Et si on continue la lecture... Donc là, c'est l'une des méthodes, hein, ce qu'on appelle souligner les mots-clés, oui, ça peut définir, être, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je parle de choses élémentaires qu'un élève, même bien avant la terminale, doit pouvoir faire. Quand j'entends un énoncé, moi, je dis aux élèves, partez de choses simples. Parce que la pédagogie aussi, c'est ça. Partez de choses simples pour aller vers des choses plus compliquées. Vous avez entendu un énoncé, vous avez lu une phrase. Le plus simple, c'est de pouvoir dire, mais de quoi parle la phrase et qu'est-ce qu'elle dit de ce dont elle parle. Pour moi, ça, c'est vraiment une opération très simple. Et si je continue sur la seconde phrase, j'ai exactement la même structure. Elle, qui renvoie naturellement à la poésie, c'est donc encore le thème, et elle est avant tout donc l'exaltation des pouvoirs du verbe. Et là, j'ai deux choses. Elle est, elle n'est pas. OK. Et c'est un point de vue qui est assez clair à mon avis. Mais là, vous l'avez dit tout à l'heure, la lecture, oui, qui est souvent négligée, est oui, importante parce que vous avez trouvé même elle n'est, elle n'est pas. Oui. Lire plusieurs fois le sujet. On le dit souvent. Alors, moi j'insiste. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis toujours désolé quand je vois les élèves, après une vingtaine de minutes, me dire qu'ils ont fini leur introduction. Vingtaine de minutes d'ailleurs. Oui, généralement. Ou 15 minutes, ils ont déjà fait l'introduction. Moi, ça, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, je n'ai pas ce talent. De 4 heures. Oui, même étant professeur, je n'ai pas ce talent. Vraiment, je n'ai pas ce talent, je dois l'avouer. Ensuite, comme vous disiez tout à l'heure, si la lecture est bien faite, elle peut dévoiler une partie du plan de l'analyse. Elle n'est pas, elle n'est nullement, ensuite elle est. Les pouvoirs du verbe. Verbe s'écrit normalement dans ce sujet avec grand V, d'ailleurs. Grand V. Qui est différent du verbe là. Oui, grand donc, V. l'écriture est voilà. importante. Et ensuite, la consigne... si vous voulez changer, peut-être. Oui, bien sûr. Vous voudrez bien mettre allez-y. un V majuscule à verbe. Ça, c'est très important pour moi. Ensuite, maintenant, après le point de vue, on demande simplement à l'élève si oui ou non il le partage. La poésie n'est pas
Elle est. Elle est. Alors, évidemment, avant de pouvoir dire s'il partage ce point de vue ou pas, il va falloir véritablement expliciter et voir le fondement de ce point de vue-là. Et c'est là où il est nécessaire, après la lecture, passer vers la problématisation, mais surtout, et ça c'est fondamental, rechercher des idées. Une dissertation se fait avec des idées. Mais souvent, ces idées-là ne viennent pas si on n'a pas bien compris. Et j'ai compris avec vous que finalement, la compréhension est une longue négociation. C'est comme si vous étiez en train de négocier avec le sujet. Vous avez dit la poésie n'est pas, elle est. Oui. Vous négociez avec le sujet. Vous avez parfaitement raison. La compréhension est une très longue négociation. Parce qu'il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte déjà. Le contexte de la classe. Peut-être que cet énoncé, si je le disais à quelqu'un en dehors d'ici, ou bien si j'allais trouver des talibés mourides qui déclament, par exemple, les textes de Serigne Touba, les chassidas de Serigne Touba, peut-être que cet énoncé pourrait avoir un autre sens pour eux. Mais cet énoncé a un sens qui est très important et plus ou moins précis pour des élèves de classe de terminale ici au Sénégal. Parce qu'ils ont étudié beaucoup de poésie et ils font l'esthétique de la poésie en classe de terminale. C'est pour ça qu'on peut arriver avec eux à cela. Voilà, donc et comme les termes ici même ont des sens particuliers. Bien sûr. Comme on dit, on utilise souvent un mot n'a de sens que dans un contexte. Oui, je voudrais dire autrement d'ailleurs que les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. D'accord. Oui, les mots ont des emplois. Voilà. Quand je dis ceci, normalement, l'élève doit commencer ensuite à chercher maintenant des idées, construire des idées. D'abord, d'un point de vue formel, je tiens à le préciser, les idées ne sont pas formulées par des groupes nominaux. Il faut apprendre à formuler les idées dans des phrases verbales, avec un sujet, un verbe, éventuellement un complément. Sinon, on perd du temps et on perd ce qu'on pourrait faire en une fois, on va le faire en deux fois. C'est-à-dire faire des groupes nominaux et le moment de rédiger, ensuite vouloir transformer les groupes nominaux en phrases. Pour moi, ça ne sert à rien du tout. Il faut faire d'une pierre deux coups. Construire les idées directement par des phrases et mettre toutes ces idées. Par exemple, je peux dire que oui, la poésie s'occupe du beau. C'est l'art du verbe, d'exaltation, du beau langage. Parce qu'il a déjà écarté une partie. Hein. Oui. La position, donc la poésie n'est pas des convictions liées aux convictions politiques et sociales. Assujetties. Très bien. Voilà. Donc elle est l'exaltation du pouvoir du verbe. Oui. Donc il faut nécessairement montrer toute la dimension esthétique, tout ce qui fait la beauté de la poésie. Il y a une élève qui veut poser une question. Très bien. Voilà, je précise que vous faites partie également, et puis vous êtes interpellé plus. Vous vous présentez, mademoiselle, et vous posez la question. Bonsoir, je me nomme Ndeye Fall, je suis élève en classe de terminale L. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir, est-ce que dans une introduction, la problématique peut être en même temps le plan? Alors, si je peux répondre tout de suite, non. Non. La problématique n'est pas le plan. La problématique, comme on dit, c'est vraiment l'instance par laquelle on pose un problème, qui est généralement exprimé, du moins qui peut être exprimé, et ça c'est très efficace en général, sous la forme d'une interrogation. Mais c'est le problème, le plan, c'est autre chose. Le plan, c'est comme son nom l'indique, ce sont des actions et une procédure. La logique de plan répond à la question simple, comment je vais faire? Par quelle voie je vais passer? Quelles sont les opérations que je vais résoudre pour répondre au problème? C'est pour cela que le problème, la problématique n'est pas le plan. D'accord. Voilà. Peut-être pour avancer et signaler donc que l'énoncé commence par la poésie et s'arrête à verbe. Oui. Point. Et que la consigne commence par partager ce point de vue. Oui. Et que le problème peut-être concerne l'énoncé. Très bien. Et que le plan dépend quelque part de la consigne. Exactement. Deuxième chose, ou peut-être même la première, la poésie est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe, parce que simplement, au commencement était le verbe, pour parler un peu comme la Bible. Okay? Le Coran utilisa le kun. C'est parce que Dieu s'est exprimé par le langage de la poésie que nous retransmettent aussi bien la Bible
le Coran que tous les textes sacrés, même dans les religions dites animistes de chez nous, chez les Sérères, quand ils évoquent la relation transcendante avec Dieu, c'est dans la poésie que ça se passe. Et donc, la poésie a d'abord été ça, c'est-à-dire pouvoir de création par le verbe. C'est par le verbe que l'on a créé l'humanité, qu'on a créé évidemment l'univers et les mondes. Ce qu'on appelle le verbe sublime. Bien sûr, le verbe sublime, mais le verbe créateur pour revenir à ce qu'est la poésie au départ, c'est-à-dire la création et surtout la création par le verbe. Et ce qui montre un peu l'esthétique ou la beauté. Ah oui, bien sûr. Ça, en seconde partie, dans la première grande partie, il insistait beaucoup sur la dimension esthétique de la poésie. Tout ce qui fait la beauté du langage, la musicalité, pour parler un peu comme Verlaine et les autres. Okay? Verlaine et tous ceux-là qui se reconnaissent dans cette poésie qui est musique avant toute chose, mais également qui n'est pas nouvelle du tout. Hein? Il faut rappeler que depuis Homère, à travers le mythe de Orphée, et même chez les négro-africains en général, Senghor nous le rappelle très bien, à travers les titres de ses poèmes en général, tout le temps c'est woy pour, chant pour ou gim pour, et il donne ensuite des instruments de musique, ou bien que m'accompagne Coraz et Balafon. Donc, montrer que la poésie est musique et les quêtes du beau sens, du beau langage, etc. etc. J'ai dit que ça, c'est pas nouveau, depuis Homère, depuis Orphée, etc. Mais, professeur, est-ce que les sujets de dissertation littéraire portent souvent des idéologies bien déterminées? Ah oui, bien sûr. Quand on parle d'un sujet, on dit que ça coïncide avec l'esprit parnassien, l'esprit romantique, surréaliste. Est-ce que également l'élève qui pense qu'il peut se passer de ces leçons-là, de la compréhension des courants littéraires et toutes les leçons qui sont déroulées en classe, et se limiter à son intelligence pour comprendre et aborder les Alors, sujets? cette question que vous me dites, je dirais non. Sinon, la présence du professeur ne se justifierait plus, naturellement. Mais deuxièmement, je pense que la leçon du professeur est utile quand elle est bien menée, bien entendu, parce que si elle est bien menée, elle prépare l'élève à pouvoir répondre à toutes ces questions-là. C'est pour cela qu'elle est utile. C'est-à-dire, il faudrait que, avant d'arriver à l'évaluation, que le professeur puisse faire assez de textes, parce que la littérature, ce n'est pas de la théorie, ce sont des textes, qu'il puisse faire assez de textes dans lesquels il montre aux élèves que, oui, le poème, chez Homère déjà, il est appelé chant, que Orphée chantait. Dans la tradition négro-africaine, on chante, que quand on en vient jusqu'au 19e siècle, c'est de la musique avant toute chose, etc., etc. On a fait pleurer la lyre pendant toute l'histoire de la poésie. Et que les premiers poèmes même étaient appelés des aïeux. Oui, oui. Et dans notre monde moderne, aujourd'hui, j'ai cité tantôt les talibés mourides qui déclament les textes de Serigne Touba, mais c'est la même chose que fait la chorale de l'église, c'est la même chose que l'on retrouve quand on va chez les talibés de Baye Niasse ou les talibés de Tidjane, etc. C'est de la poésie, mais qui est chantée, c'est le chant en tant que tel, parce que le chant est un objet du cœur. La preuve, le chant vient toujours du cœur, il ne vient jamais d'ailleurs. Soit le cœur est vraiment en extase, plein de joie où il chante, ou qu'il est douloureusement meurtri et il chante. Voilà. Là, c'est le contenu du sujet et ça permet d'aborder un peu la poésie. Peut-être nous reviendrons sur ce genre littéraire, mais peut-être pour cette séance, on voudrait quand même techniquement, et là, quand même, le sujet est compris. Oui. La deuxième étape, c'est la recherche des idées, vous l'avez Oui, c'est ce que j'étais en train de faire là, rechercher des idées, en notant toutes les idées qui viennent quand on travaille la compréhension. Parce que sans hésiter. Il faut noter toutes les idées. Les idées élémentaires. Toutes. Noter toutes. Voilà. Jusqu'à ce que le murmure s'installe. Il faut noter toutes les idées. Toutes les idées qui viennent à la lecture, à la relecture, à l'analyse d'un mot, à l'analyse d'une tournure, à l'analyse d'une expression. Toutes les idées, il faut les noter jusqu'à ce que le murmure s'installe. Mais professeur, ça recoupe un peu une boutade de Boileau qui dit qu'avant que de penser, il faut apprendre à réfléchir. Mais bien sûr. Et à écrire. Oui, il faut bel et bien le faire. Noter tout. Et ça, c'est juste une étape de la réflexion. Parce que quand le murmure va s'installer, il faudra faire un tri et une classification. Donc, un tri parce que il y a certainement des idées qu'on a notées, mais qui ne rentrent pas finalement dans la perspective du sujet analysé. Les analyser, les développer nous amènerait à faire hors sujet.
Donc le brouillon est essentiel pour la dissertation. Il est fondamental pour toute écriture, pas seulement pour la dissertation. Le brouillon est fondamental. Il est aussi valable que le texte fini. Parce que même le texte fini, au fond, c'est un brouillon. La preuve, quand tu remets tes devoirs à tes élèves, tu leur dis toujours, retravaillez vos devoirs, corrigez ceci. Donc, par rapport au texte qu'ils vont fournir après, celui que vous avez noté, naturellement, a été un brouillon. Ça me fait penser à une anecdote. Oui. Un de nos professeurs de français. Oui. Un jour, après un devoir, au moment où on devait rendre la copie Fini, propre, oui. Il nous a demandé de lui rendre le brouillon. Il a raison. Le brouillon doit sur la être base valorisé. de ce brouillon-là qu'il a pu annoter et faire son évaluation. Vous savez, l'autre utilité du brouillon en atelier d'écriture, dans le processus d'écriture, le brouillon ou les brouillons sont des avant-textes. Ce sont des avant-textes valables parce qu'ils nous permettent de savoir, premièrement, qu'un texte se construit. Il n'est pas un produit, c'est du travail. Et sur ce plan, les professeurs ont des fois tout à fait tort quand ils lisent de beaux textes de certains auteurs pour dire aux élèves « Ah non, ça c'est sublime, c'est au-dessus de tout, personne ne peut... » Non, le plus grand des poètes n'a jamais rien fait d'autre si ce n'est écrire, supprimer, substituer, déplacer, réécrire. C'est des brouillons hyper sales que font les grands écrivains. Et pourquoi les élèves ne pourraient pas les faire? Les réalistes et les naturalistes disaient il n'y a pas d'œuvre parfaite qu'après multiples touches de correction et de recorrection. Naturellement. Ça me fait penser également à un auteur sénégalais. Bien sûr. Littérature. Bien sûr, de Marouba Fall. Que je salue au passage d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est-à-dire que les avant-textes sont importants. Parce que sans les avant-textes, l'élève ne peut pas mesurer le travail qu'il a fait. Et celui-là, malheureusement, les professeurs ne le mesurent pas. Quel est le travail que l'élève a fait pour en venir à son texte final? Combien de mots il a écrit, qu'il a barré, qu'il a remplacé, qu'il a encore barré, etc. Mais ça, c'est du travail. C'est du travail parce que dès qu'il a barré, c'est qu'il a eu la conscience que celui-là n'est pas celui qu'il faut. D'accord. Ah oui, quelqu'un qui met un mot qu'il barre, il se dit dans son intelligence et dans sa tête que ce n'est pas le mot qu'il faut. Il faut en chercher un autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les phrases... Et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il en arrive à remettre un texte au professeur. Et le professeur va corriger le texte en mettant l'accent, encore une fois, sur les trucs qui n'ont pas été bons. Et finalement, l'élève, après, a également à refaire le texte. Donc, même le texte qui a été corrigé est un avant-texte. Voilà. C'est vrai. Parfaitement. Maintenant, l'élève accompli. Il cherche des idées. Ouais. Il a fait un tri et il a classé. Il fait un tri et classé. Ah oui, il classe. Parce que toutes les idées ne peuvent pas venir comme elles sont, ne peuvent pas être reproduites comme elles ont été écrites. Oui. Ça, c'est fondamental. Deuxième chose, c'est que comme elles sont venues, il y a certaines qui vont ensemble, par exemple dans la thèse, d'autres vont dans l'antithèse, d'autres iront dans la synthèse. Et s'il regroupe un ensemble d'idées, il peut lui donner un titre qui lui permettra de dire « Ah là, je vais montrer que la poésie est avant tout exaltation de la belle parole, du beau langage, par exemple. » Et ça, il a déjà construit un plan. En fait, la recherche des idées se conclut par la construction du plan. La construction du plan ne se fait pas au moment de rédiger une introduction. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment ils font pour faire des introductions au bout de 20 minutes. Parce qu'il faut chercher des idées, il faut trier des idées, il faut classer des idées pour faire un plan. D'accord. Vous me permettez oui, il y a un élève qui va intervenir. Bien sûr. Voilà. Oui, vous présentez. Bonsoir. Je me nomme Mohamed Diarra. Je suis élève en classe de terminale L au lycée de Ouakam. Ma question est de savoir comment peut-on faire pour différencier les différents types de plans. Professeur. Votre question est de savoir comment différencier les types de plans. Les types de plans. Parce qu'on parle de plan dialectique, de plan analytique, de quand même parle de plan inventaire. Ça, c'est des complications. Le plan dialectique, c'est un plan critique. Le plan qu'on dit analytique, c'est ce que d'autres nomment autrement en disant plan inventaire. Alors, il n'y a pas un plan préconçu pour un sujet. De la même façon d'ailleurs, permettez-moi de dire à l'attention des élèves, tous les sujets de poésie, et ça je le dis à tous les élèves du Sénégal, de grâce,
tous les sujets de poésie ne vous demandent pas de discuter sur de la poésie engagée et de la poésie non engagée. Ça, vraiment, je tiens à le dire, parce que tout le temps, au bac, j'en ai eu une expérience quand même de plus de 10 ans, même de plus de 15 ans. Les élèves maintenant, dès qu'on leur dit poésie, c'est engagé, non engagé. Oui, et vraiment, c'est pas bien. Même la littérature en général. Vraiment, il faut vous départir de cela, quoi. Il faut vous départir de cela. Alors maintenant, pour revenir au type de plan. Si par exemple, on vous donne un point de vue sur quelque chose comme l'art, ou comme la littérature, ou comme la poésie, un point de vue qui s'articule comme ça. On me dit X et X n'est pas. Partant de ce que j'avais dit de Descartes au départ, qu'il n'y a rien qui soit évident dans ce que l'on dit, et il n'y a pas d'unanimité non plus dans ce qu'on dit sur la littérature, il faut donner un fondement à toutes les affirmations contenues dans le sujet, en général. C'est-à-dire que quand le sujet dit la poésie et exaltation des pouvoirs du verbe, il faudra fonder cela, il faut lui donner un fondement. Mais quand le sujet dit également que la poésie n'est pas assujettie à des convictions politiques et religieuses, il faudra également donner un fondement à cela. Et le faisant, on est dans la perspective d'une thèse et d'une antithèse, dont l'ordre n'est pas figé, bien entendu. L'antithèse peut venir avant la thèse. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une perspective dialectique. Et ensuite, maintenant, aller vers la synthèse. La synthèse, c'est deux opérations concomitantes. Il faudrait que je montre que même si la poésie est exaltation des pouvoirs du verbe, la poésie va au-delà du verbe. Elle va au-delà de l'exaltation du verbe. Et qu'en même temps, même si la poésie n'est pas assujettie à des convictions morales et religieuses, la poésie peut bel et bien véhiculer des convictions morales et religieuses, politiques et religieuses. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième, il faut aller vers le sens du dépassement, dans le sens de dépasser le problème initial, qui est la poésie. Et dans qu'est la poésie, on arrivera certainement à une chose qui est très intéressante à mon avis, c'est que la poésie est en même temps, du moins contient en même temps, aussi bien exaltation du verbe que des convictions morales et des convictions politiques et sociales. En même temps. Et peut-être même maintenant, au-delà pour l'élève de terminale, pour pouvoir dire que la poésie est aussi une certaine transcendance dans l'illumination. Et pour ça, Rimbaud sera naturellement très pertinent. Mais Serigne Touba, par exemple, ou les psaumes de David sont véritablement pertinents. Parce que là, nous sommes dans le niveau de la poésie illuminée. OK? Parce qu'on dit même que le poète est un devin. Bien sûr. Pour des élèves de terminale, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de trucs. Mais Hugo clairement dit ceci, que Dieu parle à voix basse à son âme, c'est-à-dire à l'âme du poète. Il y a quelqu'un qui demande la parole. Oui, qui demande ici la parole. Peut-être juste pour permettre au professeur, avant de venir à la question, de continuer. On a compris le sujet. Oui. Il y a on a construit, recherché les idées et on les a classées. Et une fois qu'on les a classées, là, trier d'abord, classer ensuite, là, on a la possibilité de rédiger soit une introduction, soit une conclusion. Maintenant, on va revenir sur l'introduction, le développement et la conclusion, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Mademoiselle, vous pouvez poser votre question. Bonsoir, je m'appelle je suis élève en classe de terminale. Alors, monsieur Frey, la fois dernière, notre professeur de français nous avait fait savoir qu'il faut un équilibre à assurer entre les parties du développement. Comme par exemple dans un plan dialectique où il faut une thèse, une antithèse et pourquoi pas la synthèse. Oui. Bon, en général, les idées viennent beaucoup plus pour la synthèse, pour la thèse que pour l'antithèse. Alors, je voudrais peut-être nous allons... c'est une question très pertinente. C'est une question très pertinente, oui. D'autant plus qu'également, nous allons peut-être aborder les différentes étapes. Oui. Maintenant, la rédaction en tant que telle, la rédaction pour pas dire.
Et parmi ces étapes, avant d'en venir au développement, Oui. commençons d'abord par l'introduction. Oui. L'introduction, nous pensons qu'il y a 3 étapes. Oui, trois On petites appelle parties. Oui. 3 petites parties ou oui. étapes, Oui, ou étapes. successivement. Voilà. Il y a une première partie intitulée Oui. Amener le sujet. Oui. Mais Alors, est-ce que, je vais maintenant peut-être provoquer un peu le professeur, amener le sujet. Finalement, ça veut rien dire. Bon, en oui, fait, très souvent, ça ne veut rien voilà, dire. une petite Parce anecdote. qu'on le prend d'où pour l'amener où? Voilà, c'est ça. Voilà. Une petite anecdote. Oui. Il paraît qu'un professeur a demandé à des élèves, après avoir écrit son sujet, je vous demande juste de m'amener le sujet. Je ne vous demande pas autre chose. Au moment où tout le monde, tous les élèves essaient donc de griffonner quelque chose, un élève n'a fait que reporter le sujet, il l'a placé. Oui. À la question de savoir, mais je vous ai demandé d'amener le sujet, vous m'avez recopié le Oui. sujet. Il dit, monsieur, le sujet est au tableau. Oui. Et je l'ai amené ici. Oui. Et C'est ça, parfaitement, en fait. il a raison. Oui, il a Mais raison. donc, le terme Oui. même amener le sujet. Le terme amener Ouais. le sujet Oui. pose problème si on le transcrit littéralement. Mais amener le sujet, c'est plus le prétexte. D'accord. Prétexte. Ce qui me permet d'arriver à un objet quelconque. C'est un prétexte. Ou peut-être même, pour être un peu négativisant, un alibi. Par exemple, si quand le loup a voulu dévorer l'agneau, il a trouvé un alibi. Un alibi, oui. Ok, il a trouvé un alibi. Et cette partie-là... Littéralement, c'est hardi de troubler mon propre. Ah ben bien sûr. Il lui dit que ce n'est pas moi, parce que en fait, moi je ne sais pas qui a... Il dit que c'était l'année dernière, il dit mais moi je n'étais même pas né l'année dernière. Si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. Et donc là, on voit l'alibi, il cherche un alibi. En vérité, cette première partie, c'est plus un alibi. Il faut comprendre la notion d'amener le sujet plus comme cela. Un alibi. Un prétexte donc pour amener le sujet, pour arriver au problème du sujet. Le véritable Et donc, contexte. il faut qu'il y ait un lien entre cette partie qui permet de fonder un contexte et dans le contexte ensuite pouvoir amener le problème. Est-ce que tout situer le sujet a problème un quelque contexte bien déterminé? En général, oui. Du moins, on peut lui créer son contexte. Contexte, oui. Qui n'est pas forcément celui de son rédacteur. Oui. Celui qui a rédigé. Parce que ceux qui ont composé sur ce sujet au bac, je ne sais plus, en 2000, quelque chose comme ça, ils ne connaissaient même pas celui qui a rédigé le sujet. Oui. Voilà, ils ne savaient même pas qui a rédigé le sujet. Et donc, j'ai eu le bac avec ce sujet-là. très bien. Voilà, donc peut-être si je vous pose cette question, c'est vous demander à peut-être réfléchir sur un choix des élèves. Oui. Souvent, pour amener le sujet de la poésie, ils Oui. pensent que le seul contexte qui vaille, c'est la littérature. Oui. D'ailleurs, ils plaquent souvent cette définition. Oui. La littérature est l'ensemble des œuvres Oui. orales écrites. Oui. Est-ce que les élèves également n'ont pas tort de trouver souvent des définitions prêtes à porter? Oui, ça, mais pour tous les ils ont sujets tort, mais de la finalement, poésie? c'est la faute aux professeurs aussi. D'accord. Ce sont les professeurs qui leur donnent des formules toutes faites très souvent. Et il n'y a pas de formule toute faite en littérature. La littérature, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Surtout, vous avez parlé des réflexions concernant... Mais bien sûr, c'est-à-dire que celui qui rédige le sujet, qui crée le sujet, il a un contexte. Peut-être que c'est un professeur qui est en train de faire des sujets, etc. Et par rapport au programme scolaire et par rapport à son évaluation, à sa progression, à la progression de son cours, il peut penser un sujet. Mais l'élève est tout à fait libre de penser au propre contexte. Les contextes, ils se créent. Hein? Chacun peut créer son contexte. Moi, par exemple, je peux bien Il y a dire... un sujet sur la poésie. D'aucuns partent de l'art pour parler de littérature, Oui. ensuite la poésie. C'est un cheminement qui a sa cohérence, mais qui semble long. Oui. Et pourtant, on peut trouver le prétexte dans la poésie même. Elle-même. Dans la poésie même. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que le jour de la fête des mères, que Marie-André écrive un poème pour sa mère, par exemple? Qu'est-ce qui fait que Insa, écoutant, par exemple, les talibés mourides déclamant les poèmes de Serigne Touba, tombe en transe, pique une transe, par exemple? On peut partir de là. Donc, il n'y a pas un contexte préétabli. Il n'y a pas de contexte préétabli. Et les élèves devraient arrêter à parler, à imaginer qu'il y a des contextes préfabriqués. Oui, malheureusement, ce préfabriqué, c'est le préfabriqué des professeurs. Souvent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce que Nietzsche dit. À la fin de son premier entretien avec ses disciples,
Zarathustra a dit à ses élèves que chacun devait aller chercher la vérité. Quand il a poursuivi son chemin, un moment, il se retourne, il voit les élèves en train de le suivre. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez chercher votre vérité. Allez chercher votre vérité On à n'apprend vous. pas, C'est comme Nathanaël. Voilà. Cherche ta posture. Nathanaël dit clairement, le maître de Nathanaël dit à Nathanaël, Nathanaël, sache qu'il n'est là qu'une des 1001 postures possibles en face de la vie. Cherche la tienne. D'accord. Mais chacun doit chercher la tienne, la sienne, excusez-moi. Il n'y a pas de modèle parfait. Donc. Non, il n'y a pas Souvent de modèle également, est-ce que le parfait, fait que le professeur donne des modèles, c'est souvent dans ce la que j'ai correction, dit tout à l'heure. Voilà. C'est leur faute. Il faut permettre à l'élève de créer son texte, mais tout en acceptant que c'est un apprenant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il sait faire, mais il y en a d'autres qu'il ne sait pas faire. C'est un apprenant, ce n'est pas un expert. Et tenir compte de cela au niveau de l'évaluation de son travail. D'accord. Maintenant, on est un peu pressé par le temps parce Bien que sûr. rapidement les étapes du développement après le prétexte. Alors, maintenant, pour en arriver au développement, j'ai dit, on peut directement, après avoir classé les idées et autres et fait le plan, répondre à la question du sujet. Et on peut problématiser aussi. Et donc là, on peut rédiger l'introduction ou la conclusion. Parce qu'on sait vers où l'on va. Et on a les grandes lignes du développement à travers les idées qu'on a déjà cherchées et qu'on a classées. Donc on peut aller également la conclusion, c'est 3 étapes. Bien sûr. Le bilan. Ou bien, on peut commencer aussi par l'introduction. Là, vraiment, on est libre. Mais au moins, rédiger bien l'introduction et la conclusion dans le brouillon, les reporter, même s'il le faut sur la feuille de copie. Maintenant, en venir au développement. Ce qui va faciliter le développement, oui, bien sûr. Ce qui va faciliter le développement, c'est qu'au départ, quand l'élève a pris le temps nécessaire, 45 minutes, voire 1 heure de temps, à chercher des idées, finalement, il y a une chose qu'il a 99% de chances d'éviter, c'est de se mettre à développer des idées jusqu'à un moment, quelque chose fait tilt dans sa tête, il dit « Oh, j'avais oublié ça, il faut le mettre à tout prix ». Et le texte perd de sa cohérence. C'est pour cela qu'il est important de chercher des idées. C'est une autre raison du moins. Donc, vous faites le développement des idées que vous aviez déjà trouvées et classées. Bien sûr, en cherchant des exemples en même temps, de préférence littéraire, parce que vous êtes en littérature. Mais attention, donner un exemple, ce n'est pas dire c'est juste ce que Boileau nous montre ou ce que Flaubert nous montre dans Madame Bovary. Non, c'est pas ça. L'exemple doit être précis et il doit quand même avoir un petit développement qui permet de savoir ce que vous voulez dire exactement. Si je veux parler, par exemple, de la beauté du langage dans Madame Bovary, parce qu'il y a des pages très poétiques dans Madame Bovary, il va de soi, il faudrait que je parle de ça. Si je veux parler du caractère volage de Emma Bovary, il faudrait que je cite le caractère volage d'Emma Bovary. Si je veux parler d'une des finalités de Madame Bovary, qui est en fait l'exaltation à la vertu par l'horreur du vice, il faudrait que je cite l'exemple et que je sois précis dans sa conceptualisation. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a la question de l'équilibre dont mademoiselle a parlé tout à l'heure. Je ne suis pas tellement convaincu de ce qu'elle a dit. Je ne sais pas pourquoi l'antithèse doit être... On a plus d'idées pour la thèse que pour l'antithèse. Bon, c'est possible, parce que peut-être la thèse nous donne déjà une partie ou, je ne sais pas, une affirmation que voudrait poser l'auteur du sujet. Mais pour moi, l'antithèse peut être aussi vaste ou aussi intéressante, ce n'est pas forcément une question de longueur d'ailleurs, s'il s'agit de comprendre que les idées que j'ai développées dans la thèse sont certes justes, mais aucune d'elles n'a un caractère absolu. Elles sont toutes critiquables. Je ne voudrais pas blasphémer, mais même l'idée de l'existence de Dieu, quelque part, elle n'est pas absolue. Elle est vraie pour ceux qui y croient, mais pour ceux qui n'y croient pas, évidemment, cette idée devient autre chose. Donc, en vérité, autant on peut avoir des idées dans la thèse, mais autant les idées que l'on développe dans la thèse peuvent avoir également certains types de développement, soit qui montrent leurs limites, parce que l'antithèse est plus une limite à mon avis, les manques de la thèse, en tant que ce que dit la thèse n'est pas absolu en tout.
Ok, qu'autre chose. Voilà. Avant de venir à la synthèse. Voilà, oui, c'était pas, parce que c'est tellement intéressant que je ne voulais pas vous couper, mais on est un peu pressé par le temps. En fait, le temps qui nous était imparti est terminé. On a même rajouté d'autres minutes. Là, c'est pour dire effectivement que voilà, c'était un honneur vraiment de vous recevoir. Mais tout le plaisir était pour moi. Voilà, et que nous pensons également qu'on va continuer parce que la dissertation semble être un exercice très complexe et il y a beaucoup de points qui restent également à développer. Mais toujours est-il que, comme vous l'avez suggéré, le travail en amont est très important. Il est fondamental. Il est fondamental. Et comme le disait, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Même s'il n'arrive plus aisément. Voilà, bon, il voilà. Plus aisément. Voilà. Mais il faut prendre le temps de la conception. Le temps de la conception, il est plus important à la limite que le reste. D'accord. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir, vraiment de bien articuler des idées, des arguments pour préparer une dissertation. Sans ça, il n'y a pas de dissertation. Après, s'il n'y a pas cela, on nous raconte des propos de rue, ce que les gens disent dans la rue. Et ça ne fait pas une dissertation. Une dissertation. Ouais. D'autant plus qu'on est dans le domaine également de la littérature. Oui. Il faut réfléchir. Tant du point de vue de la forme du langage que du point de vue de la profondeur de la pensée. Ce qui se dit dans la rue, ce n'est pas une dissertation. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes très heureux de... Vraiment, ça a été C'est moi qui vous remercie et je salue au passage les élèves. Et je les encourage beaucoup aussi en leur disant que, bon, ça c'est une des voies possible dans la vie, l'apprentissage. Apprenez beaucoup, c'est la clé du succès, excusez-moi. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, chers élèves. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce deuxième numéro de votre émission Révision. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro, peut-être sur l'histoire et la géographie ou bien une autre discipline scientifique. Merci beaucoup et bonne suite de programme dans votre télévision Mourchid TV. Merci.